Et ça, c'est à proprement parler un scandale. C'est ce qu'on appelle avoir bloqué, en fait, l'accélération de la production. Et véritablement, ça a un impact direct sur les droits humains, tout simplement une question de vie ou de mort, en fait. Ça veut dire que les laboratoires pharmaceutiques limiteraient volontairement la production de vaccins. Leur politique a un impact extrêmement négatif sur les droits humains, car elles ont pour l'instant, en immense majorité, privilégié les profits plutôt que d'essayer de sauver le plus de vies possible. Ils empêchent littéralement que d'autres entreprises puissent produire leurs propres vaccins et sauver une partie de la population. En fait, c'est toute la question de ces brevets, de la propriété intellectuelle, que nous ne remettons pas en cause à 100% à Amnesty International, évidemment. Mais là, vous dites que c'est une question de vie ou de mort pour l'ensemble de la population mondiale. En pleine pandémie, faut-il faire confiance aux laboratoires pharmaceutiques ? Font-ils vraiment tout ce qu'ils peuvent pour enrayer la pandémie ? Amnesty International vient de sortir un rapport alarmant intitulé « Une double dose d'inégalité » qui montre que le scandale n'est pas vraiment celui que certains s'imaginent. L'ONG explique que les laboratoires pharmaceutiques alimentent une crise des droits humains sans précédent en empêchant les pays les plus défavorisés d'accéder aux vaccins, et ce, au détriment de la santé de tous, puisque cela favorise inévitablement l'apparition de nouveaux variants. Quelle est la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques dans la prolongation de cette crise ? Pour répondre à cette question, j'accueille la présidente d'Amnesty International, Cécile Coudriou. Bonjour. Bonjour. Alors, à l'heure où nous tournons cette émission, votre rapport vient à peine d'être rendu public. Vous débutez le rapport en disant « Les quelques entreprises qui ont mis au point ces vaccins en des temps records auraient pu et auraient dû faire le noble choix de distribuer les doses de façon équitable au monde entier, tout en prenant les mesures nécessaires pour accélérer la production. » Est-ce que ce n'est pas ce qui a été fait ? Quel est le rôle et la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques dans cette crise ? Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler que ce n'est pas un hasard si le rapport sort aujourd'hui. Car aujourd'hui, nous sommes exactement à 100 jours de la fin de l'année. Et c'est tout à fait symptomatique de notre démarche. C'est vraiment un cri d'alarme, un appel lancé à ces entreprises pharmaceutiques pour changer leur politique, parce qu'il est encore temps. C'est important de commencer par cela. Je dois dire aussi que ce rapport a un caractère particulier, puisqu'on connaît Amnesty International pour ses recherches de terrain. Donc là, nous ne sommes pas allés, par exemple, sur le terrain d'un pays particulier. C'est plutôt une recherche documentaire, après avoir interrogé ces différentes entreprises. Donc elles sont 6, bien sûr Pfizer, Moderna, BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson et Novavax. Donc ces 6 entreprises ont été véritablement passées sous notre loupe après les avoir interrogées, mais après avoir analysé toutes sortes de documents pour voir exactement quelles étaient leurs pratiques, quelles étaient leurs politiques et en quoi elles avaient un impact sur les droits humains. En l'occurrence, le tout premier des droits, c'est-à-dire le droit à la vie, ou en tout cas le droit à avoir le meilleur état de santé possible. Eh bien, force est de constater que leur politique a un impact extrêmement négatif sur les droits humains, car elles ont pour l'instant, en immense majorité, privilégié les profits plutôt que d'essayer de sauver le plus de vies possible. Donc concrètement, on peut donner une photographie du monde actuellement. Nous avons 55% de la population dans les pays riches qui est vaccinée. On voit très bien sur cette carte. Exactement, et si on fait un zoom sur les 22 pays les plus pauvres, on tombe en dessous de 1%. Donc c'est vraiment une inégalité criante, flagrante, choquante, qu'on ne peut pas nier et surtout à laquelle on ne doit pas se résigner. C'est pourquoi dans ce rapport, ce que nous avons à cœur de faire, c'est de montrer qu'il y a des solutions et de cibler en fait 3 acteurs. Alors l'acteur étatique, on en a l'habitude avec Amnesty International, je dirais qu'il est au second plan, mais j'expliquerai pourquoi. Notre première cible, et vous l'avez compris, ce sont les entreprises pharmaceutiques elles-mêmes, mais aussi leurs investisseurs, car nous pensons qu'il y aura aussi un effet de levier en faisant en sorte que les investisseurs fassent pression, dialoguent avec les entreprises dans le sens d'une meilleure politique. Alors qu'est-ce que j'entends par une meilleure politique ? Évidemment, c'est la question de l'équité. La question de l'équité est absolument majeure en termes d'urgence pour sauver des vies. Eh bien, effectivement, les profits devraient passer au second plan, même s'il est naturel pour une entreprise de faire des profits. Mais là, en l'occurrence, il est important que la distribution beaucoup plus équitable à travers la planète soit enfin l'obsession, je dirais, mondiale. Mais là, c'est absolument pas l'obsession de ces entreprises. Oui. Ce que vous décrivez dans ce rapport, c'est très grave. Vous analysez une à une les décisions commerciales des différentes entreprises que vous avez citées, de ces laboratoires pharmaceutiques, qui ont, selon vous, je cite, donné la priorité à un nombre réduit de pays riches, tout en empêchant
d'autres entreprises de produire leurs propres vaccins. Il en a résulté une pénurie de vaccins prévisibles, mais artificiellement créés dans le reste du monde. Mais comment ça ? Et ça veut dire que les laboratoires pharmaceutiques limiteraient volontairement la production de vaccins ? En tout cas, il y a eu une stratégie très claire, notamment pour Pfizer, BioNTech et Moderna, de favoriser les commandes par les pays riches, donc en arrivant jusqu'à des aberrations, telles que la Suède qui a 9 fois plus de doses rien que dans ce petit pays, pendant que 1% seulement est donné à ces 22 pays qui sont les plus pauvres dans le monde. Donc véritablement une politique pour maximiser les profits en vendant d'abord aux pays riches. Le seul exemple contraire est celui de AstraZeneca, qui a, dès le départ, effectivement, fait bien plus pour distribuer de manière beaucoup plus équitable sa production. Et qui est le vaccin le moins cher. Voilà, exactement, donc, en termes de prix, parce qu'effectivement, nous avons analysé non seulement les choix qui sont faits sur ce plan commercial de distribution, mais également en termes de tarification. Et là, nous avons pointé le manque de transparence. Mais ces choix qui sont faits sont tout à fait intéressants, parce qu'effectivement, notamment un vaccin comme Johnson & Johnson, qui est en une seule dose, celui-là en particulier aurait été un outil majeur pour être distribué très vite en priorité dans les pays où il est compliqué de les acheminer, où il est compliqué de les stocker, notamment avec la chaîne du froid. Donc il était important de faire des efforts maximum dans ce sens-là. Or, seul AstraZeneca a fait celui-là. Le deuxième choix absolument majeur est celui de renoncer finalement à son brevet au bout d'un certain temps, de lever les droits de propriété intellectuelle. Et là, aucune des 6 entreprises n'a accepté de le faire malgré une demande pressante. Et ça, c'est à proprement parler un scandale. C'est ce qu'on appelle avoir bloqué en fait l'accélération de la production. Et véritablement, ça a un impact direct sur les droits humains. Je le répète, tout simplement une question de vie ou de mort en fait. Mais c'est ça qui est incroyable en fait. Quand on lit ce rapport, on comprend que, vous le dites, ces laboratoires pharmaceutiques ont non seulement bloqué les transferts de technologie, mais ils ont également exercé de très fortes pressions, je cite le rapport, pour entraver les mesures visant à étendre la fabrication des vaccins à l'échelle mondiale. Ils empêchent littéralement que d'autres entreprises puissent produire leurs propres vaccins et sauver une partie de la population. Fait, c'est toute la question de ces brevets de la propriété intellectuelle que nous ne remettons pas en cause à 100% à Amnesty International, évidemment. Mais là, vous dites que c'est une question de vie ou de mort pour l'ensemble de la population mondiale. Le principe de la propriété intellectuelle ne peut pas être totalement aboli. Il n'en reste pas moins que ces accords de Marrakech de 1995, notamment la partie qu'on appelle TRIPS en anglais, donc ces accords sur la protection de la propriété intellectuelle, devraient quand même se heurter à cette urgence absolue de sauver le plus de vies possible, surtout que dans nos analyses de ces 6 entreprises, nous avons pu aussi remarquer un écart absolument choquant entre les paroles et les actes, c'est-à-dire que ces entreprises prétendent avoir un plan de vigilance par rapport aux droits humains, de faire le maximum pour être en conformité avec... Ça, c'est la communication officielle. Exactement, puisqu'ils sont très bien au courant qu'il y a des principes directeurs des Nations Unies, mais également au niveau de l'OCDE, pour ne pas nuire à la jouissance des droits humains, notamment dans leur cas, celui de le droit à la santé, mais également de ne pas avoir de manière indirecte des responsabilités. Donc, en fait, cette histoire de propriété intellectuelle est devenue une pierre d'achoppement pour nous absolument majeure, puisque non seulement ils ont refusé spontanément, je dirais, de faire en sorte que cette technologie soit partagée, que leur savoir-faire, que leurs connaissances soient partagées, alors qu'ils savaient pertinemment que certains pays, comme l'Inde ou l'Afrique du Sud, qui leur avaient demandé expressément, le faisaient parce qu'ils sont en capacité de produire ces vaccins, s'ils avaient bien sûr la recette entre guillemets magique pour pouvoir reproduire le même vaccin. Donc il y a vraiment une forme de cynisme intolérable à avoir refusé de céder cette propriété intellectuelle et de s'accaparer finalement au prétexte que c'est eux qui l'avaient inventé, au prétexte de protéger l'innovation. Nous considérons qu'il devrait y avoir des dérogations. D'ailleurs, ça a déjà existé, par exemple pour les médicaments contre le sida. Et là, nous trouvons proprement scandaleux que malgré les demandes faites de manière répétée, il y a eu également plusieurs dizaines de pays, 130 si mes souvenirs sont bons, qui ensemble ont écrit pour faire tomber justement cette limitation de l'accès aux connaissances, et malgré cela, elles ne l'ont pas fait. Et plus choquant encore, je trouve, dans le degré de cynisme, c'est d'avoir fait du lobbying
alors de manière à peine cachée. C'est ça que vous entendez par très forte pression? Exactement, ce qu'on entend par pression, c'est bien sûr le lobbying. Alors c'est pas le plaidoyer au sens que nous, on pourrait donner à ce terme qui serait noble, c'est-à-dire de faire un plaidoyer auprès des autorités pour améliorer des situations de droits humains. Là, c'est l'inverse qui s'est produit. Ces entreprises, donc en grande majorité américaines, ont fait un lobby très intense auprès de leur gouvernement pour faire en sorte que ces fameux accords TRIPS, donc sur la propriété intellectuelle, ne soient surtout pas remis en cause, mais aucunement, alors que nous ne demandons que des dérogations. Et aujourd'hui, bien sûr, l'OMS le demande avec nous, le président Biden a bougé également et commence à dire que c'est la seule solution. Et bien sûr, il y a aussi la question de le faire de manière urgente. Je le répète, cette campagne, c'est un compte à rebours avec 100 jours à partir d'aujourd'hui, avant la fin de l'année, pour concrètement pouvoir distribuer à ces 82 pays qui ont moins de moyens, soit des revenus faibles, soit des revenus moyens inférieurs, d'avoir 2 milliards de doses nous permettrait de sauver bien sûr des milliers et des milliers de vies, des centaines de milliers de vies, 1,2 milliard en fait, d'après nos calculs. Mais vous le dites, en tout cas, ces entreprises sont d'un cynisme absolu. On ne peut pas dire que les laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui soient philanthropes. Elles bloquent la production d'autres vaccins, elles exercent des pressions pour que la propriété intellectuelle sur ces vaccins ne soit pas levée. Vous parlez de centaines de milliers de vies, ou en tout cas de milliers de vies qui sont sacrifiées. Pour donner une idée un peu précise à notre audience, quelles sont les conséquences sur les pays qui n'ont pas pu avoir accès à ces vaccins? Concrètement, quel est le coût de cette politique en vie humaine? Ça se compte en milliards. Le fait que des entreprises ne soient pas des entreprises philanthropiques, nous ne sommes pas naïfs, nous le savons bien, mais à un certain moment donné, nous considérons que les États, et c'est pourquoi les États sont aussi notre cible dans ce rapport, et surtout pour nos recommandations, parce qu'ils devraient faire usage de leur effet de levier pour légiférer davantage, pour encadrer davantage ce qui se passe au niveau des entreprises. Or, aujourd'hui, ce cynisme éhonté, cette course au profit n'est pas en fait freinée ni par les États, ni par les investisseurs. Et c'est d'autant plus choquant que ces entreprises qui mettent toujours en avant la question de l'innovation oublient tout de même un détail qui se compte en milliards, qui sont les aides publiques qui ont été versées, y compris par des grands instituts de recherche publics qui ont contribué à cette innovation, et y compris pour minimiser le risque, grâce aux commandes passées à l'avance par de nombreux États, notamment bien sûr les USA, mais dans les pays riches. Ces précommandes ont minimisé le risque, en fait, pour ces entreprises. Donc là, elles se font passer pour des héros. Et il est vrai qu'en grande partie, on pouvait les remercier d'avoir été aussi rapides et d'avoir pu produire un vaccin en moins de temps que d'habitude. C'est un fait, mais il ne faut pas oublier que c'était grâce à un effort commun. Et aujourd'hui, malheureusement, cet effort qu'on pourrait attendre en retour des entreprises n'est pas là. Elles sont clairement en dessous de ce qu'on pouvait attendre, sans pour autant être naïf et parler de philanthropie. Il s'agissait en fait d'un intérêt commun, puisque finalement, cette pandémie a un effet sur le monde entier, y compris sur les pays riches. On va y venir, justement, c'est exactement la question que je voulais vous poser. Ça a des conséquences en termes de vie humaine, évidemment, pour les pays les moins développés, en tout cas les pays qui n'ont pas accès à ce vaccin. Il y a eu des millions de morts. Mais quelles sont les conséquences pour nous, par exemple, en France? Cette politique des laboratoires pharmaceutiques, quelles conséquences elle a pour nous? En fait, je dirais que le cynisme rencontre ses propres limites. C'est une ironie, dans la mesure où, évidemment, que la première photographie semble nous, et à juste titre, nous montrer comme extrêmement privilégiés. Je vous le disais, avec ce pourcentage de 55% d'une population vaccinée, et ça ne fait qu'augmenter. Bon, très bien, on pourrait se croire protégé, mais en fait, il n'en est rien. C'est une illusion, puisque nous voyons bien aussi se développer des variants. Et ces variants se développent pourquoi? En grande partie parce que des populations très vastes, comme en Inde ou au Brésil ou en Afrique du Sud, des populations qui ont été directement touchées de manière dramatique par la pandémie, eh bien, peuvent ensuite contribuer en fait, à ce que cette pandémie ne soit jamais dépassée. Donc il y a une sorte de cercle vicieux à privilégier des profits à court terme, alors que si cet effort commun était fait non seulement de produire davantage de vaccins, nous préconisons 50% de leur production dorénavant dans ces 100 derniers jours et au-delà en 2022, 50% dans les 82 pays qui sont justement ceux qui ont le moins de moyens. Je répète, revenus à moyens inférieurs et les revenus les plus faibles dans 22 pays d'entre eux. Donc si cela a été fait, et si par ailleurs on donnait aussi
Les 500 millions de doses que nous avons, je dirais presque la honte, je dirais on devrait avoir honte d'avoir 500 millions de surplus quand des populations sont en train littéralement de mourir de cette pandémie, non pas sous nos yeux, mais en tout cas, c'est une réalité. Donc, ces deux mesures combinées, le fait de produire davantage vers ces pays, le fait de faire immédiatement un don de nos surplus, pourraient faire une véritable différence. Et en quelque sorte, pour répondre encore une fois à votre question très clairement, ça nous rendrait service aussi. Car le fait que l'économie mondiale soit impactée, le fait que des pays tombent encore plus dans la pauvreté, a de toute façon des impacts négatifs sur l'ensemble de la planète. Personne n'est en sécurité, en fait, quand tout le monde n'est pas en sécurité. C'est vraiment, ça n'est pas un slogan, c'est une réalité médicale, scientifique et même économique, si on prend la métaphore d'une santé économique mondiale. Puis là, le risque que l'on prend, c'est qu'il y ait un variant qui sorte du lot, qui soit beaucoup plus virulent, qui résiste au vaccin et qu'on se retrouve confiné avec la crise économique qui va avec et que les conséquences pourraient réellement être désastreuses et même beaucoup plus meurtrières dans notre propre pays. En tout cas, si on en croit les experts scientifiques. Oui, c'est véritablement une urgence, un impératif de divers ordres. C'est vrai qu'il y a un impératif, je dirais, légal, puisqu'en droit international, même si ce n'est pas un droit dur, comme on dit, un droit mou, soft law, mais tout de même, il y a ces principes directeurs que tout le monde reconnaît à travers le monde, les principes directeurs des Nations Unies pour entreprises et droits humains. Il y a des principes très similaires au niveau de l'OCDE. Eh bien, ces principes-là s'appliquent à toutes les entreprises et même à leurs investisseurs. Donc, il y a déjà cet impératif de rester dans les clous de ces principes-là qui, je répète, conduisent normalement à ne pas nuire aux droits humains et quand on y a nuit, à trouver des mesures d'atténuation, voire de réparation. Première chose. Ensuite, il y a bien sûr un impératif moral, c'est-à-dire que la solidarité internationale, la coopération internationale, ça a de tout temps été, enfin de tout temps, en tout cas depuis 1948, Déclaration universelle des droits de l'homme, tout converge pour dire qu'un pays n'est pas seul, nous sommes une communauté internationale et c'est dans l'intérêt de tous d'essayer de mieux protéger ses droits humains. Et enfin, il y a un impératif, je le répète, beaucoup plus paradoxalement cynique et égoïste, mais tout de même, c'est-à-dire que les personnes qui se croiraient complètement pas concernées auraient totalement tort parce qu'il y a effectivement un effet retour si on ne trouve pas de solution rapidement. En tout cas, cette politique des laboratoires pharmaceutiques, elle est désastreuse, autant pour les pays qui n'ont pas accès au vaccin que pour les pays qui ont accès au vaccin. Comment se fait-il que les États, les gouvernements n'aient pas agi? Quel est le pouvoir des gouvernements sur cette question de la distribution des vaccins et de la production des vaccins? C'est une question vraiment très intéressante et essentielle, la question de où est le pouvoir. Finalement, nous avons quand même pu observer une montée en puissance de certaines entreprises, ces multinationales notamment, qui parfois semblent avoir plus de pouvoir encore que les États. C'est pourquoi, dans notre rapport, à chaque fois, nous avons vraiment à cœur de montrer que les États aussi devraient jouer leur rôle, de cesser d'être aussi faibles, de faire entendre une voix beaucoup plus forte. Donc, je le répète, ça commence tout de même, puisque Joe Biden a clairement exprimé son opinion en faveur d'un meilleur partage des technologies, des connaissances et du savoir-faire. Le président Macron, en revanche, au niveau de l'Union européenne, ça n'est pas du tout encore unanime. Il y a vraiment cette pression, ce lobbying intense des entreprises qui parfois, malheureusement, fonctionne mieux. Et les arguments sont toujours les mêmes. C'est nous avons beaucoup investi, ça porterait atteinte à l'innovation, etc. Mais au niveau européen, la France s'est même opposée à la levée de la propriété intellectuelle. En fait, la France a, comme parfois, je dirais, à notre grande dame, une position extrêmement ambiguë par rapport à cela. C'est étonnant parce qu'on n'a même pas produit ce vaccin, donc pourquoi on s'opposerait à la propriété? Écoutez, ça pourrait créer des précédents. En fait, c'est un petit peu le discours que tiennent ces entreprises, c'est de surtout pas créer de précédents, parce que ça pourrait nuire à l'avenir, à la volonté de ces entreprises d'investir massivement dans la recherche et le développement. C'est un peu ce chantage qui joue. C'est pourquoi nous pensons que dans des situations extrêmes, et quand je dis nous, c'est pas seulement Amnesty International, c'est aussi, par exemple, je le répète, l'OMS. On parle de l'avenir de l'humanité, quand même, sans exagérer. Et même au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, même là, c'est intéressant de voir que certaines personnes ont déjà une vision, que même sur le plan commercial, ça n'est pas bon de ne pas, à un certain moment donné, partager ses connaissances et ses technologies et lever ses brevets, puisque finalement, il y a un retour positif, une sorte de cercle vertueux quand on le fait. Donc, nous, ce que nous avons vraiment comme espoir aujourd'hui, et nous allons bien sûr compter aussi sur les populations, sur les citoyens et les citoyennes, comme toujours, notre effet de levier
après avoir fait une recherche qui est objective, qui est impartiale, en ayant analysé les politiques de ces 6 entreprises et d'avoir montré les différences, parce qu'elles n'ont pas toutes le même niveau de responsabilité. Certaines ont fait quand même des efforts pour la distribution, mais toutes ont refusé ce partage. Donc pour cela, nous les condamnons toutes, mais nous voulons aussi appeler une mobilisation. C'est toujours important pour Amnesty International de ne pas simplement dénoncer et de se contenter de cela, n'irait pas bien loin. C'est pourquoi nous allons lancer cette campagne qu'on appelle le compte à rebours 100 jours. Ça frappe et c'est vraiment aujourd'hui, 22 septembre, que cela commence. Et on va essayer de monter en puissance avec cela grâce à des citoyens et citoyennes engagés, en proposant bien sûr une pétition, mais nous allons également envoyer des courriers de plaidoyer aux différents gouvernements, également aux institutions et bien sûr à ces entreprises pour les pousser toujours plus à non seulement redistribuer davantage de doses et très rapidement avant la fin de l'année dans les pays où il y en a le plus besoin, mais aussi par rapport à cette histoire de propriété intellectuelle de faire bouger la ligne rapidement, même si ce n'est pas pour toujours, c'est temporaire à cause d'une situation mondiale d'urgence, mais nous avons vraiment envie de pousser cela à travers un travail de plaidoyer, à travers une mobilisation également en ligne. Donc j'espère que ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui vont justement surveiller notre site amnesty.fr et bien sûr relayer nos messages sur les réseaux sociaux pour faire en sorte qu'on montre qu'il y a des solutions, qu'il y a un problème majeur, qu'il y a quelque chose d'extrêmement scandaleux qui se passe, mais que nous pouvons ne pas rester sans rien faire quand il y a une telle inégalité, une telle inéquité dans la distribution des vaccins. Bien, écoutez, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le plateau de Blast. Je rappelle que si vous avez apprécié cette émission, vous pouvez la liker ou la partager sur les différents réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Ça nous aide beaucoup. Blast ne vit que grâce à son audience. Alors si vous le pouvez, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous faire un don sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt.